Le temps de mettre qu'on était en retard. Tellement, c'était un... Voilà, à vous de C'est jouer. pas grave, ça te verra pas. Mais non, exactement. Bon, l'important, c'est qu'on soit là. Salut Radio Biarritz, c'est Laurence. Patrick à la réalisation. Salut Patrick. Salut tout le monde. Salut Patrick. Et mon invité, Guillaume Réton. Bonjour à tous. Bon, alors ça, c'est une émission qu'on a... Oh là là, je crois que j'ai jamais autant préparé une émission. Je suis trop contente de te recevoir. Ouais, ça me fait plaisir. Cool. C'est cool. Alors, Patrick t'avais déjà reçu ici. Ouais. Tu avais effectivement, voilà, c'était il n'y a pas très longtemps. Je vous renvoie d'ailleurs à cette émission. C'était de mémoire. Il y a 3 semaines, quelque chose. C'était début septembre. Début septembre, ouais. Voilà. Tu parlais effectivement de toutes tes compétences, capacités de façon un peu. Les multicartes, en effet. Voilà. Mais aujourd'hui, en direct, c'est un format très spécial parce que nous allons parler d'hypnose. Voilà, essentiellement d'hypnose. Et toi qui nous écoutes, qui nous regardes, tu peux nous appeler. Il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher sur l'écran. Et prépare-toi, mais effectivement, d'ici un quart d'heure, quand on aura un petit peu papoté, quand j'aurai posé toutes mes questions ou quelques questions à Guillaume, tu pourras nous appeler et poser tes propres questions. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui ont du mal à trouver, je vais essayer de relayer sur les réseaux on va prendre le live. temps. On va prendre 30 secondes pour pouvoir envoyer le live sur les réseaux. Comme ça, voilà. vous aurez juste à cliquer dessus et à nous retrouver directement dessus. Voilà. Mais bon, en attendant, je t'écoute. Mais je sais que tu peux faire 2 choses en même temps. Exactement. Et effectivement, a priori, ce lien, c'est plutôt pour YouTube. Hein, si on est bien... Si je vais l'envoyer sur Facebook. Toi, tu l'envoies sur Facebook. Ah, génial. Pour ceux qui suivent Guillaume sur Facebook, vous allez avoir le lien. Ouais. Donc, de toute façon, en direct sur radiobiarritz.fr. Et ben voilà. Le lien je peux vous envoyer le lien que vous voulez. Ah, mais génial, bien sûr. Et après, effectivement, pour ceux qui voudront, eh bien, l'émission est stockée, entre guillemets, sur YouTube, si j'ai bien compris. Voilà. Oh là là, toute la gestion technique. Bon, enfin, en tout cas, moi, je suis super contente pour cette émission en direct, un format un peu nouveau pour moi. Nous allons être certainement une bonne heure ensemble. Notre sujet, c'est l'hypnose et notre petit sous-titre chéri, c'est entre thérapie et spectacle. Exactement. Voilà. On va essayer de parler des deux. Des deux. Le mieux que possible. Oui. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire déjà sur la thérapie. C'est ça. C'est ça. Parce que, oui. Parce qu'il y a plusieurs discours. Et voilà. Donc, du coup, moi, je vais plutôt affirmer le mien, mais qui n'engage que moi. De ton point de vue, mais oui. Tout à fait, ça c'est important. Je ne veux froisser personne, bien évidemment. Évidemment. Et du coup, on va driver tout ça. Voilà, et en effet, moi, en fait, mon envie, c'est de te faire découvrir, toi qui nous écoutes et qui nous regarde, c'est de te faire découvrir ou, en tout cas, soit découvrir, soit redécouvrir, et peut-être t'inviter à te poser des questions et à te faire peut-être sortir. Moi, l'idée, c'est pas de convaincre, mais c'est de faire sortir un peu d'une croyance ou d'un inconnu. Oui, c'est ça. Ça va être de semer des graines, d'offrir des possibilités aux gens de se faire leur propre avis, de peut-être casser quelque chose qu'ils avaient en tête. Ouais. Et en effet, moi non plus, de toute façon, je suis pas là pour convaincre, puisque je veux travailler avec des gens qui sont déjà convaincus. Oui. Convaincre, ça demande trop de force, en fait. C'est ça, c'est trop énergivore. Voilà, c'est ça. Par contre, montrer et démontrer pour ouvrir aux possibilités et que les gens se fassent leur opinion, ça, c'est le chemin que j'ai choisi. Voilà, et moi, effectivement, l'idée, c'est ça, c'est à deux, d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir sur, rendre curieux, peut-être... Ouais, c'est ça, bousculer un petit peu, mais voilà, en fait, ouvrir, en fait, et semer des graines. Parce que c'est vrai que c'est quand même très présent aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'hypnose, on voit beaucoup les spectacles d'hypnose, on voit beaucoup de choses à cause des réseaux, on ne sait pas si c'est de l'info ou de l'intox, donc en fin de compte, c'est d'en parler avec des professionnels. Il y a des gens qui ont des idées très arrêtées là-dessus, mais on ne pourra pas aller les convaincre et c'est pas le but. Ou alors, dans ce cas-là, c'est de leur dire venez nous rencontrer par le biais d'événements, pas forcément par le biais de consultations, mais juste d'événements qui sont gratuits ou à petit tarif et qui permettent de dire mais il se passe peut-être quelque chose en fait. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, il y a peut-être quelque chose. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'aime beaucoup, effectivement, semer des petites graines et puis vous rendre curieux. Alors, rapidement quand même, est-ce que tu veux nous redire que tu n'as pas fait ça toute ta vie, que tu as eu une première vie professionnelle ? Tout à fait.
Tout à fait. J'ai eu une première vie professionnelle qui était d'être coach sportif. Voilà. Ça a vraiment été ma première partie de vie. Par contre, du coup, l'encadrement, l'accompagnement des gens, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 25 ans. Ça, voilà. Par contre, c'est la même chose, mais avec des outils différents. Voilà. Et tu me disais encore aussi en off que, en effet, d'avoir accompagné beaucoup de personnes t'a permis de te rendre compte qu'il y avait des choses que tu faisais, un petit rituel ou un petit protocole que tu faisais déjà un peu et que là, tu as pu transposer en fait à la pratique de l'hypnose plus spécifiquement. Exactement. Voilà. Très bien. Donc voilà. Alors, rapidement, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Enfin, en tout cas. Comment est-ce que... un choix de vie, ou du moins une vie qui s'impose, et des valeurs qui n'étaient plus respectées dans mon précédent métier, plus des problèmes physiques qui ont fait que je ne pouvais pas faire autrement, puisque comme je l'expliquais lors du premier interview, j'étais paralysé. Tu as eu Donc en fin de compte, il y a eu un élément ultra déclencheur, parce que jusqu'à présent, j'avais peur d'y aller. Et en fin de compte, au bout d'un moment... il faut se reprendre en main et il faut mettre des choses en place. Ça se construit, on y va progressivement, des fois avec non-assurance, mais à la fois, quand on est porté, et puis la passion porte toujours mes activités. C'est surtout ça, en fin de compte. Je crois que globalement, de toute manière, je suis fait pour accompagner les gens avec mes outils, avec mes méthodes, avec ma perception. Et j'attire les gens qui peuvent avoir cette même fibre que moi, en fait. Clairement. Et j'avoue que moi, je t'ai rencontré dans les studios ici et j'ai adoré te rencontrer. Et c'est vrai que j'étais contente de pouvoir faire cette interview et de te rencontrer davantage. Parce que là, pour le coup, oui, c'est ça, il y a comme une espèce d'évidence et que je suis ravie de t'entendre parler d'hypnose. Moi, je n'ai pas besoin d'être convaincue parce que j'ai déjà pratiqué à 2 reprises et je suis certaine qu'il y a j'ai déjà pratiqué autrement, en fait, mais tu vas nous expliquer tout ça par rapport à ce qu'on appelle l'hypnose, en fait, et peut-être les états de conscience modifiés. Oui, on va en parler tout au long de l'émission. Mais déjà, c'est cool que tu sois intéressé, c'est cool que Patrick soit intéressé également. Nous offre cet espace, c'est vrai que pour en parler. Ça nous permet, comme tu dis, de mettre des petites graines, de démocratiser et du coup, de montrer aux gens que ça existe. Après, voilà, il faut aussi qu'ils arrivent à s'ouvrir à ces possibilités. Je sais qu'il y en a, de toute façon, naturellement, dans ces émissions-là, qui sont déjà presque convaincus. Moi, ce que j'ai hâte, c'est quand même que des gens qui ne soient pas convaincus soient prêts à prendre 1 heure de leur temps pour peut-être se dire... Et s'il y avait quelque chose ? Et si j'essayais, et si ça pouvait me faire... Même sans essayer, et s'il y avait quelque chose, tout simplement. Ok, excellent. Super. Alors, l'idée, c'est quand même que tu nous redises qu'il y a... Parce qu'a priori, il y a plusieurs termes d'hypnose. Oui. Moi, j'adore parce qu'effectivement, toi, tu dis, moi, je fais de l'hypnose, ok. Mais les gens ont probablement entendu parler de différents types d'hypnose. Ouais. Voilà. Notamment l'hypnose ericksonienne. Ok, ouais, tout à fait, mais il y en a d'autres que tu peux nommer. Tu as vu l'hypnose ericksonienne, l'hypnose hellmanienne, l'hypnose régressive, l'hypnose spirituelle, l'hypnose thérapeutique. Moi, j'ai un peu l'impression par rapport à ça, en fait, que les hypnothérapeutes ou les écoles ont mis des termes supplémentaires comme si c'était pour passer à une nouvelle étape en se disant « Ah, vous avez testé ça, mais en fait, regarde, moi, je fais encore autre chose, c'est différent. » Et alors qu'en fait, il y a une terminologie qui revient systématiquement, c'est hypnose. Donc en fin de compte, le but de toute manière, c'est d'emmener les gens sous hypnose pour les faire travailler, mais comprendre également que l'hypnose n'est qu'un levier pour aider les gens à aller plus loin, et en aucun cas c'est l'hypnose en elle-même qui fait la transformation. C'est-à-dire que quelqu'un qui accompagne les gens fait une anamnèse en amont. Donc une anamnèse, c'est un entretien préparatoire pour comprendre en fin de compte ce que la personne vient faire. Et à côté de ça, faire évoluer la séance. Et après, tout le reste n'est qu'un outil finalement, avec lequel on se sent peut-être mieux, ça je suis complètement d'accord, mais comme aujourd'hui l'hypnose ericksonienne est celle qui est la plus présentée et celle qui est la plus mise en avant, c'est l'outil, c'est le tournevis, c'est le marteau, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas... c'est pas l'outil ultime, parce que si cette méthode ne correspond pas à la personne qui est en face, vaut mieux avoir plusieurs types d'hypnose à côté, ou plusieurs courants d'hypnose pour aller chercher les choses. Ah, on a quelqu'un qui arrive. Oh, excellent. On a un premier auditeur. On a une auditrice. Bonjour. Et je reconnais la voix en plus. Bonjour Guillaume. Oui, tu m'as reconnu, c'est Audrey Watt. Salut Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour, enchantée.
L'émission est très intéressante et en fait, j'appelais parce que moi, j'avais une question à poser à Guillaume, si vous me permettez. Alors, si t'as pas appelé pour rien, vas-y, je t'en prie. Voilà. Alors, moi, je suis très intéressée par l'hypnose. J'ai rencontré Guillaume lors d'un ciné-débat où il a fait une expérience avec des personnes du public dont j'en étais partie. Et c'est vrai que ce jour-là, ça n'avait pas fonctionné pour moi. Pourtant, je suis très demandeuse, je suis ouverte, j'ai envie de recevoir qu'on m'hypnotise, mais ça n'a pas fonctionné. J'aimerais savoir pourquoi. Pourtant, j'étais vraiment très demandeuse, j'ai envie de le faire. Ouais. Pourquoi ça marche pas pour moi? Moi, je me rappelle très bien de cette première fois parce que c'est là où on s'est rencontrés. En fait, je connaissais pas Audrey avant. Et en fin de compte, en effet, des gens sont partis et elle n'est pas partie. Pourtant, et elle m'a dit en plus après, dans le débriefing où je questionnais tout le monde, qu'est-ce que vous avez vécu et tout ça. Elle me dit ouais, mais pourtant, moi j'ai déjà essayé et je pars pas. Et en fin de compte, faut savoir que donc là, par le biais de l'hypnose de spectacle, on a un pourcentage qui est quasiment irréfutable. C'est un truc de fou, de toute façon, vu le nombre d'essais qui a été fait par multiples professionnels, c'est qu'on a 10% de l'audience, globalement, qui sont ultra réceptifs. Alors, ce chiffre va pouvoir varier un petit peu parce que on appelle aussi en hypnose l'effet domino, c'est-à-dire que plus les gens voient que des gens partent, plus eux se laissent prendre aussi dans le jeu. Mais concrètement, faire de l'hypnose de spectacle, moi j'adore parce que je trouve que c'est un super moyen pour démocratiser l'hypnose à partir du moment où c'est éthique et bienveillant, bien évidemment, mais on peut faire des choses très fun et sans mettre à mal la personne. En fin de compte, il y a des gens qui viennent et le contexte fait qu'ils ne partent pas. C'est-à-dire que déjà se dire... Moi, devant toute cette salle, est-ce que je suis prêt à partir? Moi, je ne sais pas où il va m'amener. Est-ce que je suis prêt à partir? Moi, Guillaume, je ne le connais pas. Est-ce que je suis prêt à me laisser faire par Guillaume? Et c'est là où on voit que par le biais de l'hypnose de spectacle, mais également en thérapie, qu'en fait, non seulement il faut avoir un intérêt à partir, au-delà du fait d'être hyper réceptif, mais aussi il y a tout un panel de leviers que sont la proximité, que sont la confiance, que sont l'entourage et tout ça, qui est ultra important. Et pour autant, donc Audrey, je la connais puisque derrière, je lui ai fait une consultation, donc je lui ai fait une séance d'hypnose chez elle, à son domicile, donc elle m'a convié à venir, elle me dit, moi j'aimerais bien découvrir, et là, elle est partie. Évidemment, immanquablement. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi, par rapport au contexte, là, du coup, je parle de mon expérience, je me suis retrouvée à être dans une salle de 400 personnes dans un cinéma, et c'est vrai, moi j'aime beaucoup, je suis très curieuse comme toi Audrey, eh bien le fait que derrière ça ronfle un peu ou ça mâchouille un truc et machin, ça a suffi en fait pour m'empêcher de partir en fait. Et puis c'est vrai que dans la présentation au CGR que je vais refaire là dans quelques semaines, déjà je dis en entrée, je vais vous faire des tests, mais sachez que vous allez être filmé et je vais renvoyer sur les réseaux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de se laisser aller et dire ah non mais moi je sais pas où il m'emmène, est-ce qu'il va me présenter sur les réseaux ou alors est-ce que dans la salle il y a quelqu'un qui me connaît et qui va me voir devant et qui va se fiche de moi? Forcément ça met des barrières. Ça peut jouer, Voilà, il y a tout ça. Donc c'est vrai que en plus toi Audrey, tu es une professionnelle. Alors moi je m'amuserais pas à te faire la poule parce que souvent c'est le terme qui revient. Moi ça me fait halluciner parce que franchement jamais j'y aurais pensé, mais c'est tout le temps ce qu'on me dit, faire la poule. Oui, c'est une inquiétude en fait. En fait les gens peuvent avoir cette inquiétude là par rapport à des on-dit ou par rapport à la télé. Oui, ça c'est tout. Et du coup quand tu es professionnel, tu dis ah ouais non mais attends, si on me voit faire ça, comment est-ce que mes potentiels clients vont le prendre? Mais oui, non mais. Donc voilà. Bon. Faut pas tout confondre. Et puis effectivement, faut faire certainement le tri aussi dans ce qui est véhiculé dans les. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, parce qu'il faut comprendre que l'hypnose de spectacle, c'est un show. Forcément, il faut que ça soit impactant pour que les gens viennent. Nous, à notre petite échelle, enfin du moins moi à ma petite échelle, le but c'est, grâce à l'hypnose de spectacle, profiter des différents niveaux de transe. On en parlera plus tard. Et de la différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Exactement. Mais donc, faut pas confondre. Donc, voilà, mais profiter des différents niveaux de transe pour amener vers justement ce qu'on appelle des catalepsies, des amnésies, des hallucinations et tout ça. Et bien évidemment, il y a des gens qui sont prêts à se lâcher, et parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se lâcher, qui naturellement le font, et d'autres qui sont plus en frein. Et bien moi, ce qui me passionne, c'est de pouvoir, par exemple dans la street hypnose ou autre, amener des gens qui justement ont beaucoup de freins, prendre du temps avec eux pour leur montrer que, regarde, on peut y aller et t'as aucun risque. Oui. Donc voilà. Donc en fait, j'espère que ça répond à ta question, Audrey. Mais voilà bien. Ah oui, tout à fait. Bon.
Voilà. Tout à fait. Eh ben, je suis bien contente. Merci d'avoir répondu. Donc, merci Guillaume. Bravo pour l'émission. Merci Laurence. Et un bisou à Patrick. Merci à toi, Audrey. Ouais. Merci. Et je lance. Tiens, je parlais avant de préparer avant d'être en direct. Je me disais, bon, allez, Patrick, est-ce que je peux recevoir Audrey dans mon émission? Donc, je t'invite officiellement, Audrey, à venir dans une conversation. Avec grand plaisir. J'ai vraiment hâte de te poser plein de questions. J'en ai quelques-unes, moi aussi. Avec grand plaisir. Je vous remercie à tous. Merci, et puis bonne émission. Merci Audrey, à plus tard. À bientôt, Bye. au revoir. Bye. Bah super, merci. Bon c'était chouette. Ouais, c'est cool. Ok, donc effectivement, j'avais une petite question sur la différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Est-ce que tu veux qu'on embraye là-dessus? Ouais, c'est bien, parce qu'en fait, c'est vrai que l'hypnose de spectacle est un show, concrètement. Donc, est-ce que ça existe ou est-ce que c'est fake? Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a une minorité, c'est 10% de la population qui est ultra réceptif. On peut monter en spectacle à des hauteurs de 30, peut-être 40% avec cet effet domino de « Oh, je les ai vus » et puis au fur et à mesure, ça travaille les gens. Quand on voit un spectacle... Oui, dans l'égrégore, ça travaille en fait. C'est ça. Et puis surtout, ils se disent « En fait, si, les gens, ils sont en train de partir. Donc moi, j'y étais peut-être, presque. Oui. » Voilà. Et donc, quand on voit des spectacles, je fais un coucou à Xavier Claus et son équipe, les hypnotiseurs, mais quelqu'un aussi qui est très connu sur la rampe internationale, qui est Mesmer. Voilà, ils ont des salles qui sont importantes. Donc, quand on a des salles de 3000 personnes, 10%, ça fait tout de suite 300 personnes. Et c'est beaucoup, voilà. C'est énorme. Bien sûr. Le volume. Donc, si après on a un effet domino, imagine, on arrive quasiment à 1000 personnes qui sont sous hypnose à différents stades, parce que même sous hypnose, après, on va avoir différents stades. Mais alors moi, ma question, c'est que, tu vois, effectivement, tu disais oui par rapport au fake. Par exemple, est-ce qu'on peut se poser la question si on compare à un match de catch où on sait qu'il y a un peu des astuces, enfin, il y a un peu des... Il y a une préparation. Ouais, c'est un peu bidouillé quand même. Mais en hypnose, tu restes quand même sur quelque chose qui n'est pas... Enfin, il y a quand même de l'impro. Il va y avoir complètement de l'impro parce qu'en fin de compte... préparé, certes, mais il y a de l'impro. C'est vrai. Les professionnels du spectacle vont avoir leur numéro. Oui, voilà. Donc, ils ont scénarisé tout ce qu'il y avait à faire. Contrairement à ce que certains croient, non, ils ne vont pas embaucher des gens pour venir sur scène. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas des gens qui étaient... Voilà. Par contre, du coup, cette partie non contrôlée, c'est qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir. Parce que, en effet, il y a des gens qui sont pris sous hypnose, qui vont venir sur scène. Et dans ce cas-là, tout peut très bien se passer. Mais si la personne a quelque chose de très profond à travailler et aurait besoin d'être suivie en thérapie, ça peut remonter. Et là, c'est le truc où tout de suite, il faut être capable de gérer. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une abréaction. Et en fin de compte, c'est un truc qui n'était pas prévu. Et il faut calmer la personne, dire « Ok, je te remets de l'autre côté. Fais attention, fais plus les exercices avec nous. » C'est ça. Et c'est là où par exemple, moi, j'ai jamais assisté à Mesmer ni à personne d'autre, mais en spectacle comme ça. Mais c'est là où tu te dis que, bon, certes, ils font, eux, du show, mais il y a quand même une part très cadrante et professionnelle qui fait que, du coup, il peut ramener la personne tout à fait. Mais de toute façon, je pense qu'un showman comme ça, quelqu'un qui fait vraiment de l'hypnose de spectacle, de toute manière, est formé en thérapie. Il est obligé. Oui. Parce que je pense que c'est pour les plus jeunes qui veulent se former parce qu'ils trouvent ça fun et tout, j'entends. Mais derrière ça, moi, quand je forme, je leur dis, formez-vous aussi dans la base de la thérapie, non pas pour devenir praticien, mais juste pour savoir que potentiellement, vous avez des gens, vous allez avoir des montées de larmes qui arrivent, des tremblements, des spasmes et tout ça, et vous comprenez pas pourquoi, mais c'est parce que vous avez poussé une porte et que là, il faut savoir gérer cette partie-là, qui naturellement n'était pas prévu. Et vous n'allez pas arriver en criant, en disant je sais plus quoi faire, et puis partir. Évidemment pas, bien donc, sûr. Ça ne mettra pas. Ça pourrait mettre le public en panique, mais non. Voilà, tout à fait. Mais même en street hypnose, parce qu'aujourd'hui c'est assez la mode de pouvoir interpeller des personnes dans la rue et leur montrer. Et je trouve ça super cool. J'aime bien. Donc là, je fais un coucou à toute la famille street hypnose de Bordeaux avec qui j'ai collaboré. Et franchement. C'est juste génial, mais évidemment, ça demande de l'encadrement. Mais je pense comme tous les métiers, en fait, parce que c'est une activité, mais à côté de ça, c'est aussi un métier. Bien sûr. Et là, dans ce cas-là, il faut être un minimum prêt à tout ce qui peut se passer. Et justement, nous, c'est des choses qu'on voit. Et moi, quand je fais des ateliers découvertes ou je fais des formations, je leur dis, voilà, là, on va jusque-là, comme ça, vous êtes tranquille. Si on va plus loin, il faut aussi que vous soyez capable de monter votre niveau de compétence. Mais bien sûr.
Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, ne pas confondre. Il y a l'hypnose, l'hypnose thérapeutique et il y a l'hypnose de spectacle. Voilà. Sachant que l'hypnose de spectacle a évidemment la base thérapeutique, mais qu'elle est vouée à être plus impressionnante parce qu'il faut. L'idée, c'est quand même. C'est un spectacle. Parce que ça reste un spectacle et du divertissement. Si je te fais une séance arrêt du tabac pendant une démonstration, pendant une hypnose de spectacle, les gens vont s'endormir, ils viendront plus. Par contre, à l'inverse, l'hypnose thérapeutique, c'est là où on va pouvoir normalement avoir 100% de gens qui vont partir en hypnose. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de crainte, ils nous ont choisi. Donc déjà, de faire le premier pas, ça casse 50% de la réticence. Derrière ça, il y a tout un discours pédagogique à amener aux gens, ce qu'on appelle nous dans le jargon un pré-talk, c'est-à-dire on va démystifier l'hypnose pour que la personne puisse comprendre vers quoi on va l'emmener. Et en plus, elle a un bénéfice à aller tirer, c'est-à-dire que si je viens, c'est que je veux ne plus avoir peur de ça, ou je veux ne plus fumer, ou je veux perdre du poids, ou je veux gérer un deuil, ou voilà. Et donc en fin de compte, il vient parce qu'il a tout intérêt à y aller. Donc, et c'est là où justement les différentes techniques, les différents courants sont plus ou moins adaptés. Voilà, alors effectivement, donc, on avait commencé par ça, de reconnaître qu'il y avait plusieurs noms donnés à des séances, mais très justement, tu me disais, bah oui, mais finalement, tu me faisais le parallèle avec le changement de pneus. Oui, exactement. En fait, comme je disais, c'est qu'on utilise de la technique ericksonienne, hellmanienne, spirituelle, régressive et humaniste et autres, ou que pour changer un pneu, on utilise une perceuse, une visseuse à choc, ou une croix, ou un écrou, ou machin. Qu'on le mette sur un plateau et qu'on mette le pneu à hauteur. En fait, ce ne sont que des outils. Voilà. Et ils sont propres. Des moyens d'accès différents. Voilà, en fait, le moyen d'accès, ça reste de l'hypnose, mais c'est l'outil qui est propre au technicien qu'est l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute ou l'hypnopraticien, vous l'appelez comme vous voulez, et en fin de compte, il se sent bien dans cette méthode, voilà. Mais à aucun moment, pour moi, c'est la méthode qui fait le travail. De toute manière, si un hypnothérapeute ou un hypnotiseur, peu importe comment vous l'appelez, croit que en jeune carrière, se dit « parce que je fais ça, ça va marcher ça », pour moi, il se plante littéralement, quoi. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux donc nous dire, maintenant qu'on a vu qu'effectivement, peu importe comment on l'appelle, donc ça reste de l'hypnose, quel est le principe, en fait, de l'hypnose ? Alors, le principe, c'est déjà de prendre la personne dans son intégralité. C'est-à-dire que la personne, elle arrive avec une problématique, il faut savoir l'écouter. Le fait de l'écouter va nous donner plein de clés. Comme je disais, c'est l'entretien préparatoire, c'est l'anamnèse. Et en fait, après, on va l'amener dans un état modifié de conscience où, j'ai envie de dire, tout est un peu plus doux dans les perceptions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir amplifier ou alors justement réduire certaines sensations. Mais quand je dis un état plus doux, ça dépend de ce qu'on va travailler. Un deuil ou quoi que ce soit, forcément que ça ne va pas être doux. En fait, ce qui est très difficile au début pour un hypnothérapeute, c'est d'être dans l'équilibre, dans la rupture de l'équilibre entre l'empathie et la sympathie. Parce que être sympathique, on va se dire « Ah mais non, mais si j'y vais, je vais la détruire, la pauvre. » Ouais, mais en fait, c'est là où il faut aller. Il faut détruire ça pour pouvoir faire... Donc, en fin de compte, on est empathique dans tout ce qu'elle nous donne, mais on ne peut pas être sympathique en disant « Non, il faut que je la préserve. » Ben non, justement, si elle est là, c'est qu'elle s'est préservée trop longtemps. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on l'a, on va donc induire cet état de conscience modifié. Certains vont parler de dissociation entre le corps et l'esprit, des choses comme ça. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait compte, on va vraiment aller plonger. Et après, il existe différentes techniques pour aller travailler. Tu parles de la régression, par exemple. On pourrait très bien dire, tu as eu une rupture difficile, tu n'as jamais dit à cette personne tout ce que tu avais sur le cœur. On va t'emmener à cette époque-là, tu vas aller lui dire soit en face, soit la personne que tu étais à cette époque-là, tu vas l'accompagner pour qu'elle dise ce qu'elle ressente. Voilà, on va aller travailler, comment tu te sens, ok, maintenant que tu sens ça, ok, très bien, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça s'améliore ? Il faudrait ça, ok, très bien, et comment est-ce qu'on peut le mettre en place ? Et en fin de compte, par exemple, là je suis en train de te dire concrètement qu'on parle sous hypnose. Souvent, on a l'impression qu'on dort, les gens disent, parce qu'on nous entend dire « dors », et on se dit, en fait, il fait dormir les gens. Non, on ne fait pas dormir les gens. Non, en fin de compte, ce mot d'or est un déclencheur. Oui. Le cerveau l'interprète comme je m'éteins, je baisse mon tonus musculaire, et donc, du coup, je m'autorise à plonger. Et ça s'assimile à du sommeil, mais en fin de compte, c'est une descente dans les ondes du cerveau qui permet d'aller chercher la phase avant le sommeil.
Ok, c'est une phase intermédiaire. Mais en fait, c'est la dernière phase. En fait, c'est comme quand tu es dans un sommeil paradoxal ou léger. Oui. C'est un petit peu là, mais on n'est pas dans un état de sommeil. Parce que quelqu'un qui dort, tu as beau lui parler, tu dis « tu dors ?» Et tu dors, ben non, ben, enfin, quand il te répondra jamais, il peut pas, puisqu'il ne reçoit rien, parce que l'onde cérébrale est trop basse. Donc nous, on descend. Là, nous, on est vraiment en pleine balle. Donc les ondes répondent. Ok, tu me poses telle question, tout de suite j'agis, je donne les infos et tout ça. Oui. Mais en fin de compte, un état méditatif, un état où on va capter plus de choses, on va laisser le corps se descendre, un petit peu comme si tu l'avais préparé une apnée en fait. Tu vois, un champion qui va préparer son apnée pour descendre, il va couper tout ce qu'il n'a plus besoin. Il va se mettre à l'économie sur tout ce qu'il n'a plus besoin pour se focaliser uniquement sur ce qu'il a besoin. Et bien là, on va aller chercher des ressources profondes. D'accord. Et moi, je me souviens d'une séance, alors c'était avec quelqu'un qui fait de l'hypnose, soi-disant, qui dit humaniste, donc je trouve ça très chouette, où effectivement, il m'expliquait que quand même, lui, tu étais toujours comme c'est, en fait, il t'emmène et tu es toujours en contact avec la matière, avec l'endroit où tu es assis. Enfin, il y a toujours. C'est des techniques, en effet. Voilà, c'est une autre technique, en fait, simplement. On s'appuie sur les sens pour créer ce qu'on appelle une induction. C'est-à-dire, l'induction, ça va être augmenter l'état de transe, parce qu'on part d'un moment où la transe, on est dans une transe permanente, mais en fin de compte, pour aller en hypnose, on augmente cet état de transe, ce qui fait qu'on descend les ondes cérébrales. Et donc, en fin de compte, l'état de transe, on s'appuie sur ce que la personne ressent. Et c'est au contraire, au moment où elle sait qu'elle ressent, qu'elle peut se dire, je peux me détendre. Oui, c'est ça, et je suis bien là, en fait. Enfin, exactement. Tout va bien. Ah, mais non, j'ai pas envie. Et là, on sait. Risque, et je veux pas donner mon inconscient à n'importe qui. Voilà. Alors ça tombe bien, parce que l'inconscient ne se donne pas à n'importe qui de toute manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inconscient, c'est celui qui paramètre tout. C'est-à-dire, vous réfléchissez jamais à quel moment vous allez avancer le pied droit, ou le pied gauche, ou le pied droit, ou le pied gauche. Quand vous montez en voiture, que vous êtes en train de conduire, vous êtes capable d'allumer l'autoradio sans pour autant dire « Ah, tiens, il faut que j'appuie sur le bouton. » Voilà. Ça, oui. Donc, l'inconscient, il est là pour l'aspect sécuritaire. Et souvent, lorsqu'on est en hypnose, c'est lui qu'on ramène. Alors, on dit inconscient ou la deuxième partie de telle personne, parce que c'est des études qui sont encore assez dures à mener. Oui, ça progresse encore. Ça progresse. Encore, mais en fin de compte, l'inconscient, je veux dire, si demain, je te dis, je t'ai mis sous hypnose et je te dis, tiens, mets-toi au milieu de la rue et attends qu'une voiture passe, tant qu'il n'y a pas de voiture, bon, il n'y a pas de risque. Par contre, dès que la voiture va arriver, il va se dire, mais non, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas au bon endroit. Si je te dis, saute d'un pont, si tu vois des cailloux en dessous, l'inconscient, il va dire, non, c'est dangereux, là, il le fera pas. Donc, se faire, c'est souvent après ce qu'on dit, moi j'ai peur d'être manipulé ou autre. Il est très difficile de manipuler. Si je dois dire impossible, je sais que rien n'est impossible, parce que à force de taper dans une porte, on sait qu'elle s'ouvre. Mais il faudrait vraiment être vraiment très sournois et puis amener beaucoup d'informations. Ça serait plus un lavage de cerveau à mon goût. Oui, et là on serait pas du tout ce serait au-delà du travail d'hypnose. Voilà, tout à fait. Et si la personne devait tomber dans ce travers-là, c'est qu'elle devait vivre cette expérience malheureusement. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on lui souhaite. Et il y a toujours, donc grosso modo, de toute façon, pas d'inquiétude. On a des garde-fous. L'inconscient est un garde-fou monumental, puisqu'en fait, il est là pour te protéger. Oui. Et très souvent, même quand on fait de l'arrêt du tabac, on dit « inconscient, réveille-toi », parce que tu es censé assurer ta fonction première, celle de protéger le corps, l'intégrité de cette personne. Et là, tu le réveilles, en fait, en disant « Ah ouais, mais en fait, je le laisse fumer. Je suis en train de le laisser se détruire. Mais oui, mais en fait, moi, je vais partir si je le laisse se détruire. » Donc, l'inconscient, il est très, très fort quand on lui laisse sa place. Voilà, parce qu'il y a le conscient qui est encore plus pourri, et c'est lui qu'on essaye de faire éteindre grâce à l'hypnose. C'est ça, parce que c'est quand on est, oui, c'est ça, c'est notre état de conscience. Alors il est embarqué par l'ego, les peurs, les croyances, tout ça en fait. C'est ça. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et puis même il y a des choses, on se dit non, c'est moi qui décide, et ça se passera pas autrement. Ouais, mais en fait, si le corps, lui, t'es en train de lui proposer un grand écart, ton inconscient il veut partir là, toi tu veux partir là, à aucun moment, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle aussi d'autres techniques comme la négociation entre parties, où là justement on dit c'est quoi ton compromis ? C'est quoi ton compromis pour que vous puissiez vous retrouver et puis vous puissiez avancer ensemble ? Bon voilà, ça c'est des techniques à l'intérieur de l'hypnose qu'on amène et justement pour réunifier la personne. Et voilà, donc pour dire que se faire manipuler sous hypnose, non. Et quand on fait de l'hypnose de spectacle, c'est pas de la manipulation, c'est que vous acceptez de jouer jusque-là, parce que l'hypnose de spectacle reste
un jeu. Alors moi, je le propose comme ça. Et à travers différents niveaux, moi j'ai des gens qui vivent des étapes de catalepsie, c'est-à-dire on bloque une partie du corps ou un corps complet. Quand vous voyez les gens sur les tréteaux, par exemple, même si c'est quelque chose que moi j'ai jamais tenté, mais c'est vraiment... Là, c'est OK. Et j'ai des gens, dès le 2e niveau qu'on appelle l'amnésie, leur faire oublier quelque chose, c'est tellement intolérable pour eux que c'est niette, ça ne passe pas. Et on n'y va pas. Et à l'inverse, par contre, je suis capable de leur faire vivre une hallucination parce que voir une licorne dans un panier à la place de leur chien, ça leur va très très bien. C'est ça. Okay. Voilà. Donc, ça prouve bien que on a toujours main mise. Alors enfin, après, ils ont la main. Voilà. Par contre, évidemment, si c'est des personnes qui sont sous psychotropes ou certains médicaments, je dis pas que ça peut pas influencer plus facilement, mais j'ai pas assez de retour là-dessus. Et puis moi, je suis pas médecin, quoi. Donc là-dessus, et par rapport à tout ça, ce sont effectivement des questions que toi, en tout cas en thérapie, tu vas dans cette anamnèse, tu poses les questions de savoir aussi si elles sont sous traitement. Oui. En général, même dès que j'ai la personne au téléphone, elle me dit je suis suivi pour une dépression, je prends ok, d'accord. Donc je dis est-ce que vous avez l'accord de votre médecin pour venir? Je vais pas demander. Moi j'aimerais bien que vous lui demandiez parce que je connais pas le dosage, je connais pas tous les médicaments non plus. Donc on m'a dit que c'était très très fort. Je dis si c'est très très fort, je préfère éviter de vous mettre sous hypnose parce que vous allez descendre beaucoup plus fort. En fin de compte, c'est un accélérateur, c'est pour aider à baisser l'angoisse ou à faire dormir. Donc si moi je rajoute par-dessus de l'hypnose pour le réveiller, il va me falloir un quart d'heure, voire plus, parce qu'il ne voudra peut-être même pas revenir tellement qu'il est bien là où il est. Donc voilà. Et à l'inverse, on a j'ai une psychologue, là, l'autre jour, elle a dit au client que j'avais, super, allez-y, complétez ce qu'on est en train de faire. C'est une très bonne chose parce qu'on avait déjà commencé. Cette personne a rajouté ça par-dessus. Et j'ai dit, tu lui dis qu'on est en train de faire ça. Et il a dit, moi, dans les 15 jours qu'a suivi la séance d'hypnose, j'ai réussi à dormir, j'avais plus d'angoisse, j'avais plus rien. Voilà, donc moi c'est important, en fin de compte, je suis en parallèle de la médecine. Voilà. Je ne cherche pas d'intersection aujourd'hui, sauf si eux me la proposent. Mais on est là pour dire, ok, les symptômes sont détectés, c'est leur mission à eux, la médecine. La médecine Voilà. La partie émotionnelle n'est pas trop prise en considération. Moi, je peux être là en renfort s'il y a besoin. Voilà. Et effectivement, tu peux être en renfort, en complément. Voilà. Et puis, tu me disais effectivement en préparation que aussi, en fonction du libre arbitre de ton client, il peut décider d'aller contre l'avis de son médecin et de venir quand même te voir parce qu'il a décidé, il a intuitivement, il sait que c'est ce qui va lui faire du bien en fait. Mais quand il est, en fait, on a un schéma. Alors, je veux pas décrédibiliser la partie médecine parce que c'est pas du tout mon rôle. C'est pas l'objet. Et moi, je suis content de les avoir. Mais des fois, c'est vrai qu'on voit que la partie médecine a un manque de moyens et de temps. Et du coup, on arrive embuté en disant, oui, vous avez peut-être mal, mais vous avez rien. Et là, les gens se disent, mais qu'est-ce que je fais finalement mais moi, je sais que je souffre. Ok, et à ce moment-là, quand le médecin avait tout fait en disant, finalement, vous n'avez rien, la personne s'est dit, mais non, en fait, j'ai trop attendu, il fallait que je vienne le voir. Mais en fait, c'est que ça devait se passer comme ça aussi. De toute façon, voilà. Moi, je dis toujours que tout est une opportunité. Et puis, c'est que ça devait prendre son temps et ça devait mûrir aussi. Voilà. Ok, super. Très bien. Donc oui, effectivement, par rapport à la médecine, ça c'est vu, c'est complémentaire. Ça vient pas... évidemment, nous, en tant que profession non réglementée, on dit qu'on est complémentaire. Est-ce que eux l'assimilent? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un gros débat là-dessus. En tous les cas, moi, j'y suis très, très ouvert. Et de toute façon, je ne suis pas là pour prendre leur place. Et je leur laisse, très honnêtement. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais bien vraiment qu'on puisse... Ça s'ouvre, il y a parfois quand même, là où il y a une errance effectivement médicale, c'est vrai que ça peut être un bon soutien et il y a l'hypnose, mais il y a plein d'autres techniques aussi en fait. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est vrai que a priori c'est un espace où il y a une vraie écoute, c'est un vrai temps d'écoute. Il y a le temps de la séance, la personne elle est vraiment, c'est pas juste un numéro qui vient faire sa petite consultation, il y a un vrai temps. Et d'ailleurs, oui, tu me disais aussi que c'était important pour toi d'avoir ton client avant, au moins au téléphone.
Alors bon, comme tu le sais, je ne fais pas que de l'hypnose, donc aussi, là je vous donne rendez-vous sur l'autre émission qu'on avait enregistrée. Ouais. Pour faire vite une parenthèse, je suis aussi magnétiseur, coupeur de feu, donc je suis très très sensible à toutes ces énergies. Et bien évidemment, en fin de compte, moi je n'arrive pas à avoir un agenda en ligne où je prends des personnes à la chaîne. Donc en général, j'ai 3 voire 4 personnes grand maxi par jour, sachant que je ne consulte pas tous les jours de la semaine parce que je fais également de la formation, donc ça me prend du temps. Mais du coup, c'est vraiment très important pour moi d'avoir la personne au téléphone parce que j'estime que je peux ne pas être la bonne personne pour elle et que je peux aussi estimer que techniquement, j'ai tout ce qu'il faut pour l'aider, mais que moi, sa philosophie, son approche ou ce qu'elle dégage ne me correspond absolument pas. Ouais. Donc, plutôt que de travailler sur quelque chose qui serait un peu trop en frontal, je préfère botter en touche en disant je pense pas que je vous correspond, je vous encourage à aller voir un autre professionnel. Donc c'est vrai que je suis un peu un tri. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à faire ça parce que je me disais c'est pas juste, les gens sont en demande, machin. Mais en fin de compte, systématiquement, il y avait un problème pour moi. Mais bien sûr. C'était soit la personne venait pas au rendez-vous, soit elle avait du retard. Oui, comme de par hasard. Voilà, il y avait toujours un truc. Donc j'ai dit aujourd'hui, moi je m'écoute bien. Oui, t'as pas de temps à perdre non plus. Et je limite, temps à perdre, non, ça c'est sûr. En tant qu'être humain, j'en ai pas. Et puis surtout, je n'accepte pas qu'on m'en fasse perdre. C'est ça. Voilà. Ouais, clairement. Et c'est tout à ton honneur et je trouve ça très humble aussi de procéder comme ça. Ok. Alors, oui, comment est-ce qu'on pourrait qualifier c'est quoi un bon praticien pour toi? Parce que justement, on a parlé un peu de ce risque. Enfin, il n'y a pas tellement de risque d'abus, en fait. Tu l'as bien redit. Il n'y a pas... Voilà. De toute façon, si on est avec un bon praticien, c'est quelqu'un qui déjà ne sera pas dans l'abus. C'est-à-dire, il ne va pas vous vendre de la séance pour vendre de la séance. Voilà. C'est quelqu'un... regardez maintenant sur Google les avis. S'il y a 1-2 avis 5 étoiles, bon, on peut supposer que ce sont les copains qui arrivent et qui mettent une note. Ouais, parce que le gars est peut-être un peu débutant aussi. Voilà, mais à la fois, on a des débutants qui sont très très bons. Donc c'est vrai que c'est malheureux. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on est forcément. On a des gens qui, peut-être moi, il y a peut-être des gens qui vont pas me trouver bon, peu importe, mais qui ont 25 ans de bouteille et qui sont pas bons. Et il y a des gens qui sortent juste d'une formation et qui sont très très bons. Donc en fin de compte, c'est vrai que. Mais déjà, le premier repère de la notation, je pense que vous le faites pour des restaurants, faites-le pour des praticiens. Voilà. Concrètement. Ça reste un critère. Voilà. Après, évidemment, si la personne est jeune dans le milieu, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas compétente, ça veut juste dire qu'elle est en début de carrière. Et on a des gens qui sont en début de carrière qui sont très très bons. Donc voilà. Ensuite, je pense que c'est surtout, vous aussi, la possibilité de prendre rendez-vous, mais d'avoir la personne. Moi, c'est pour ça que je travaille avec les réseaux sociaux. Il y en a qui trouvent ça anti-professionnel. Moi, je pense que c'est un outil aujourd'hui de filtre parce que justement, il y a des gens qui regardent ce que je propose, comment je le propose, avec quelles sont mes convictions. Oui. Ça crée un pré-filtre déjà et ils se disent moi, je me vois bien travailler avec Guillaume, je ne me vois pas travailler avec Guillaume. Ouais. Voilà. Et ensuite, comme c'est un métier qui est non réglementé, on peut avoir des personnes qui sont soi-disant certifiées. Nous, c'est ce qu'on fait avec l'école. Je certifie les élèves qu'ils ont bien passé la formation, mais à la fois, ça peut être un professionnel totalement autodidacte, vu que c'est une profession non réglementée. Oui. Voilà. Et pour autant, et dans les autodidactes, il peut y en avoir des très bons comme des très mauvais. Exactement. On connaît des cuistots. Quand tu regardes une émission sur M6, voilà, et qui te sortent des plats en disant, mais en fait, c'est quelqu'un qui cuisine chez elle le dimanche et qui te sort des plats signature quasiment. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça, mais il faut prendre des infos. Moi, je trouve que appeler, c'est un gage de sécurité. Vous allez le ressentir à l'intérieur, c'est savoir vous écouter. C'est une invitation à vous écouter. Voilà. Et vous faites attention peut-être au timbre de la voix, aux mots, les questions, ponctuation. Voilà. C'est vrai que quelqu'un qui va dire, par exemple, moi, vous voulez perdre du poids, je vous prends sur 5 séances. Comment il peut savoir qu'il va y avoir besoin de 5 séances? Oui. Voilà. Peut-être qu'en une, c'est réglé. Alors, globalement, moi, à titre perso, il n'y en a jamais qu'une. Il y en a une, ça a marché. On fait un bilan sur une deuxième. Oui, on sécurise tout. Voilà. On voit s'il n'y a rien. Ouais. Et après, je reste à disposition. Ouais. Mais systématiquement, je reporte un deuxième rendez-vous, ne serait-ce que pour sécuriser, pour comprendre. Parce que là aussi, il faut que les gens comprennent que vous achetez pas un résultat, vous achetez un accompagnement, une compétence en face, et que en fonction de votre problématique, vous pouvez avoir besoin de 1, 2, 3, 10, 15, 20 séances. Peut-être, et il y en a, alors pas en hypnose, mais il y en a, ils me disent, ça fait 15 ans que je suis suivi.
Voilà, mais ça dépend du passif de la personne, en fait. C'est surtout ça. Bien sûr. Ok, on est d'accord. Très bien. On n'a pas d'appel pour l'instant, donc je vais continuer avec mes petites questions. Alors, par rapport au cerveau, on a vu. Oui, tu as évoqué pas mal les problématiques que les gens viennent régler chez toi. Hein. Enfin, c'est vrai oui, elles sont diverses et variées. Hein. C'est vrai qu'on a tous les problématiques du quotidien. Donc voilà, que ce soit du deuil, des angoisses, des peurs ou des phobies. Alors bien faire la différence entre peur et phobie. Voilà, une phobie, on ne sait pas d'où ça vient. Une peur, c'est quelque chose qui l'a déclenché. Donc des fois, il y a des gens qui me disent « je suis phobique de ». Ah ouais, mais vous avez une idée d'où ça vient? Oui, c'est arrivé ce jour-là. Alors je vous rassure, c'est pas une phobie, c'est juste une peur. Il y a quelque chose qui vous a... Voilà. Donc il y a des petits détails comme ça. Voilà, le stress, le besoin de récupération, le tabac, en effet, la perte de poids. On va avoir aussi le côté spirituel, parce que moi, avec ce côté énergie, forcément, je vais travailler un petit peu différemment en fonction des croyances de chacun. C'est savoir s'adapter au discours de chacun, parce qu'on peut très bien faire de la thérapie à partir du spirituel, et on peut très bien faire du spirituel à partir de la thérapie. Parce que... J'aime bien. Cette thématique, ce mot qui a été mis à toutes les sauces depuis quelques années, le terme holistique, oui, il existe, mais bon, moi j'aime pas trop parce que c'est vrai qu'on a mis, c'est un peu fourre-tout. On va juste redire, et c'est marrant parce que dans les premières émissions, je l'ai redit, holistique veut juste dire global. Hein. C'est pas, il faut pas confondre avec le côté ésotérique, spirituel. Exactement. C'est juste holistique, c'est global. Voilà, parce que c'est des termes holistiques qui sont mis à toutes les sauces. On fait, je suis diététicien holistique, je suis magnétiseur holistique. Bon voilà, il y en a maintenant, on va dans le quantique et choses comme ça. Moi, je veux dire, on n'est pas sorti de la NASA non plus, quoi. Donc c'est un bon gloubi-boulga, mais en effet, voilà, remettons les choses à leur place. Holistique, c'est vraiment le côté global. Voilà, mais donc c'est vrai que et ça, ce côté global, moi, c'est quelque chose que j'ai encore plus parce que c'est vrai que j'aime les entrepreneurs, j'aime les gens qui se posent des questions, j'aime la perte de poids, puis avec mon passif de coach sportif, et donc j'ai été formé en nutrition sur multitude de méthodes et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai une approche qui est vraiment très large, et ce côté spirituel aussi qui peut être très holistique. Mais par contre, il faut comprendre que les gens, ça leur demande du travail. Trop souvent, on a l'impression, je dis, si vous prenez une prestation et que vous pensez que vous allez acheter un paquet de pâtes et ressortir avec le paquet de pâtes, aller à Intermarché, c'est beaucoup plus simple. Là, en fait, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et dans on ne sait pas ce qu'on va trouver, ça peut être très joyeux à la fin, mais ça peut être hyper douloureux aussi, quoi. Et c'est vrai que là, on a une approche, du moins moi c'est comme ça aussi que je l'amène à mes élèves, qui pourrait ressembler un petit peu à un côté psychologique, même si c'est pas d'autres métiers. Nous on n'est pas psychologue du tout, mais on va poser beaucoup de questions. Mais il faut avoir un minimum en effet. Mais par contre, on ne va pas remplacer ces gens-là parce qu'on a un domaine qui s'arrête là où le leur commence, en fait, tout simplement. Donc voilà toutes les thématiques qu'on peut aborder, et elles sont nombreuses. Voilà, même pour les enfants, l'énurésie, pour, les drogues, les alcools et tout ça. Là, c'est pareil. Voilà, tout ce qui est addiction, même la sexothérapie. Voilà, on a vraiment multidomaine. Moi, je ne fais pas tout parce que je ne peux pas tout faire, et puis tout ne me passionne pas. Donc, si la thématique que vous avez au moment où vous m'appelez ne me correspond pas, je vous redirigerai vers qui de... Voilà, et ça, je trouve que c'est tout à ton honneur, et c'est vraiment chouette, et c'est en ça que j'aime aussi, et que j'aurai toute confiance, parce que tu sais aussi dire, non, là, c'est pas de mon ressort, ou c'est pas... Oui, parce qu'il y a des choses qui me passionnent pas. Voilà, c'est ça. Donc, et je sais que si ça me passionne pas, alors c'est dur pour un professionnel de dire ça, mais en fait, c'est le côté non réglementé qui me permet de le faire. Un médecin ne pourrait pas se permettre de dire ça. Voilà. Lui, il est généraliste. Là. Oui, voilà, c'est compliqué. Moi, je peux parce qu'en fin de compte, justement, j'ai une obligation de moyens, pas de résultats, mais justement les moyens. Si ça me correspond, je vais les mettre. Si ça me passionne pas, ou si j'ai pas assez de connaissances, alors ça peut tomber durant une séance, et là tout de suite je vais rediriger. Mais voilà, moi les moyens ils sont tels qu'ils sont, et si je sais à l'avance que je les ai pas, je vais pas tourner autour du pot. Voilà. Oui, bien sûr. Mais ça, moi, j'avais été un peu éduquée à la sauce de mon enseignant, là, sur le côté coaching de vie et tout ça. Finalement, un médecin, il n'est pas tant son taf, c'est plutôt un diagnostic plus qu'un résultat.
Le médecin, il a une capacité, c'est qu'en fin de compte, il s'appuie sur tous les symptômes que sont donnés par le patient. Et par rapport aux symptômes, il sait tel médicament, ou alors vers quel professionnel amener, et ainsi de suite. Et ça, suite avec des outils que sont les échographies, les radios et tout ça. C'est ça. Par contre, c'est vrai que quand on arrive sur le butoir de oui, dans ma tête, ça va pas bien. Ok, super, vous avez besoin de dormir, tenez, prenez un cachet. Ouais, mais en fin de compte, dans ma tête, ça va toujours pas bien, mais je dors. Donc quand je dors pas, je vais pas bien. Quand je dors pas beaucoup. Et quand je me réveille, je vais toujours pas bien. Ok, là, nous, on intervient à ce moment-là. Et attention, quand je dis ça, c'est... je généralise, là, j'en rigole un petit peu. Mais c'est vrai que globalement, je les sens un peu démunis par rapport à ça. Et à la fois, c'est pas forcément leur travail. Et ça, faut aussi l'accepter, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, quid de l'effet placebo ? Souvent, ils disent, les gens disent qu'il y a un côté un peu... tu as des sceptiques, les fameux sceptiques. Oui, mais c'est pas impossible. Moi, je dirais clairement que l'effet placebo, il n'est pas impossible. Et puis, pourquoi pas, en fait ? Mais du moment que ça fait du bien. Et ben voilà, le résultat. Parce que, de toute façon, on regarde, si on repart sur le domaine médical, aujourd'hui, lorsque tu fais des tests avec 10 personnes avec tel médicament, 10 personnes avec un placebo, on se rend compte qu'il y a 60% ou 70% avec le placebo qui vont mieux. Et voilà. Donc, en fin de compte, pour moi, c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à l'accepter. Je me suis dit, on nous ramène à un placebo. Mais en fait, je me suis dit, mais même si le placebo, c'est nous. So what, en fait ? Si la personne va mieux. S'il y a un résultat. Voilà. Aujourd'hui, je l'accepte. Ouais. Voilà. Au début, c'est vrai que tu as une petite partie égo. Voilà. Mais en fait, l'important, c'est le résultat de la personne. Et c'est comment la personne se sent. Complètement. Ouais, carrément. Et est-ce que tu aurais des cas un peu marquants ou des anecdotes par rapport à dans ta pratique et dans tes... Oui, j'en ai une qui était rigolote, puisque j'avais quelqu'un qui travaille à l'hôpital de Dax et qui a une phobie du sang. Et donc, donc ça, c'est... je dis, mais ça fait combien de temps que tu bosses ? Ça fait 5 ans. Ah, ok. Et elle dit, de toute façon, dès que je vois du sang, je tombe dans les pommes. Ah, ok, donc ça doit être super sympa le boulot en fait. Bah ouais. Voilà. Je passe ma vie à tomber dans les pommes. Voilà, donc, ou se sentir pas bien. Et en fin de compte, on a travaillé pour se rendre compte que finalement, c'était pas vraiment le sang qui lui faisait peur, c'était plus tout ce qui était sorti de son corps, donc les piqûres qui sortent des substances, mais même dans d'autres, comment dire, examens personnels ou autres. Et on a corrigé le tir et en une séance déjà, on a eu une sacrée amélioration. Elle me dit, en fait, ça y est, j'ai eu chaud, mais ça s'est bien passé. Voilà. Et donc, en fin de compte, on arrive à avoir des avancées. Donc, on n'a pas fini le travail, mais en une séance, déjà, on a un bond de 70% en avant. Et ça, c'est cool parce qu'elle me dit, mais déjà, ça me soulage la vie, quoi. J'imagine. Parce que, moi, très clairement, à la vue du sang, et ça, je le vois même avec du faux sang, je tourne de l'œil. J'aurais pas pu travailler en milieu hospitalier pour ça, quoi, en fait. Mais après, voilà, c'est vrai que ça se travaille. Mais surtout, ça se comprend. Je pourrais avoir j'aurais pu avoir la curiosité. Un jour, je le ferai probablement d'ailleurs, parce que ça me gêne même au cinéma. Ah oui, d'accord. Tu vois, quand je sais même que c'est faux. Mais oui, mais en fait, c'est de comprendre pourquoi. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que, du moins, dans la manière où je le fais, mais d'autres professionnels, la séance, le cœur même de la séance, c'est la personne qui vient de voir. C'est à partir de là, c'est prendre, je prends souvent cet exemple, l'oignon, et on va commencer à peler l'oignon. Quelle est la problématique ? Pour se rendre compte qu'en fin de compte, cette problématique, elle est liée à des choses qui arrivent de beaucoup plus loin, qui des fois sont croisées avec d'autres, et finalement, il faut, comme une pelote de laine, en fin de compte, il faut défaire. Ah, il y a un nœud, on défait le nœud. Ok. Et c'est pour ça que, naturellement, je mets une séance derrière celle qui a été faite, parce que du coup, on se dit... Alors, comment ça s'est passé ? Ça, c'est bien, mais alors, par contre, ça m'a fait remonter plein de trucs là-dessus. Ok, on va y aller là-dessus, justement. Oui. C'est le sujet du jour. Oui. Moi, j'ai envie de te dire, le pire risque qu'on peut prendre quand on va dans une séance comme ça, c'est effectivement de se dire « Ah, il y avait ça aussi à travailler. » Mais moi, pour avoir commencé à bosser sur moi et de découvrir les parts de moi, je trouve ça finalement passionnant. Et je vois à quel point ça soulage au quotidien dans ma prise de décision, dans beaucoup moins peur des choses, l'envie de faire, plus d'élan. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est assez grisant de travailler sur soi, mais parce qu'on aime ça. Pour le coup, moi, j'aime beaucoup. Oui. Voilà. Et aussi peut-être parce qu'on a les moyens financiers de se l'accorder.
Ok, ouais. Alors, moi, je dis toujours que, tu vois, j'investis sur moi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un investissement. Oui. C'est pas une dépense. Mais un investissement, quand tu as quelqu'un qui gagne 1 200 € par mois et qui a une séance à 80 €, oui, c'est vrai. Et qu'elle a déjà un loyer, des enfants, machin. C'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je fais beaucoup de contenu gratuit, beaucoup de contenu éducatif. Très généreux de ta part. Donc sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Des fois, je fais des lives pendant 1h30. Je fais des séances que tu as. J'ai testé. Parce voilà. que Guillaume m'a envoyé 2 liens, effectivement, avant de préparer l'émission, et j'ai pris le temps de tester et de voir effectivement que ça m'avait fait, ça m'a mis dans un état, même avec l'écran là, ça marche très bien. Et ça permet aux gens d'avoir quelque chose. Alors moi déjà, ça permet de préparer les gens à l'avance. Comme ça, ils s'habituent à ma voix, ils se disent ok, il parle comme ça, je comprends où est-ce qu'il veut m'amener. Mais ça permet aussi, à des gens qui ont peu de moyens de pallier temporairement, parce qu'après de toute façon, je vais être honnête. Globalement, c'est pas avec du gratuit qu'on avance, c'est pas possible, c'est pas ciblé. Oui, non, c'est ça, il faut quand même du sur-mesure. Ça fait un pansement temporaire, ça fait une petite roue sur le vélo, mais il y a un moment, quand il faut mettre le pied dans le nid de fourmis, il faut y aller, quoi. Et là, il y a que la séance perso qui peut faire. Bien sûr. Mais évidemment... Après, il y a des gens qui ont des super capacités et tout ça, et qui peuvent vraiment, effectivement, prendre certainement beaucoup de choses en gratuit, parce qu'elles ont cette sensibilité-là, et ça peut fonctionner. Et c'est vrai que par rapport à cet investissement, je peux croire... Moi, j'ai fait des choses et j'ai investi dans des stages, des groupes de thérapie, quand j'étais au RSA. Alors, ça remonte à longtemps. Mais tu vois, je l'ai fait. Oui. Et aujourd'hui... je sais que ça a été un des plus beaux investissements que j'ai pu faire, parce que derrière, j'ai vu que j'étais venue découvrir des parts de moi, et surtout j'ai dégagé des trucs qui m'empêchaient de m'épanouir et peut-être de gagner mieux ma vie, de faire vraiment ce que j'aime. Bon. Mais après, il y a une question de priorité aussi. Moi, je le vois bien. J'ai des gens qui me disent « Ah ben non, ta formation, je la prends pas, c'est trop cher pour moi. » Pour l'instant, peut-être. Et le lendemain, parce que je l'ai en ami sur Facebook, elle s'est fait tatouer tout le bras. Voilà, alors ça, on est d'accord. Voilà, il y a des gens, ils vont... C'est voilà, les clichés, ils préféraient s'acheter un nouveau téléphone. Oui. Mais pour 800 €, tu as 10 séances de suivi. Et peut-être que grâce à ces 10 séances de suivi, demain, tu es capable de te payer 10 iPhones. Oui, voilà. Mais ça, j'en suis convaincue. Chaque personne doit faire son chemin. Toi, tu es dans ce domaine du développement personnel, tu aimes. Moi, j'aime aussi. Je suis dans le domaine aussi du développement entrepreneurial, parce que j'aime comprendre l'entrepreneuriat en France, aider mes collègues, mes collaborateurs, mes homologues et mes élèves à se développer, parce que je pense qu'on a besoin de gens comme nous. Donc tout me passionne, mais en fait pourquoi est-ce que j'avance? Parce que globalement tout me passionne. Oui. Voilà. Mais par contre je suis capable aussi de resserrer l'entonnoir pour dire là tu mets de côté, voilà, t'en as pas besoin, parce que tu t'étales encore. Il y a un focus quand même à mettre pour pouvoir accompagner et tout ça. Ok, bon alors l'émission n'est pas complètement terminée, mais j'ai encore pas mal de questions. Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'hypnose? En fait, l'avenir de l'hypnose, ça va être 2 choses. Ça va être, soit il y a des gens qui font n'importe quoi, et de toute façon, on ira au crash à un moment, je ne sais pas comment ça va être recadré, soit justement, on essaye de le faire du mieux possible. Est-ce qu'une réglementation serait intéressante? Oui. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais alors sur quoi ils vont se fonder pour pouvoir l'établir, c'est pas évident. Et ça, on parle bien sûr de la France, parce qu'on ne sait pas trop ce qui est fait ailleurs. Ailleurs, ils font pas comme la France. Ouais. Voilà. Donc, pour faire simple, il y a. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? À la fois, c'est peut-être pas le débat. C'est difficile de juger. Mais c'est vrai que la France a beaucoup de normes, et les Français sont hyper bloqués, ils ont une opinion ils n'en démordent pas, sans connaissance, et je le vois sur les réseaux. Ça, tu le dis bien, c'est parce qu'il y a une ignorance en fait. Ah oui, mais sur les réseaux, on le voit, les plus grands donneurs de leçons sont des gens qui ne croient pas en l'hypnose, alors qu'on peut leur montrer en 10 minutes que tout est réel, quoi. Donc c'est des gens qui ont zéro connaissance et qui disent la sainte parole, finalement. Donc moi, l'avenir de l'hypnose, mais globalement, je la vois bien, parce que moi, je vois, quand j'ai été formé, il n'y avait pas tout ça. Là, aujourd'hui, je me suis entouré de personnes qui sont passionnées, parce que voilà, c'est ça. Donc, par le spectacle, par les présentations, ils vont dans les entreprises. Voilà, moi, j'ai la chance, avec le méga CGR de Bayonne, que je remercie beaucoup. Ils m'ouvrent les portes pour faire des ciné-débats. Donc, du coup, ça me permet... alors, on voit l'hypnose dans les films.
que je vais donc du coup un peu décrier parce que c'est mis dans le sens du scénario et officiellement c'est pas forcément réalisable, mais de l'autre côté ça me permet aussi de montrer aux gens en live. Et quand j'ai 45, 50, 70 personnes devant moi qui viennent me poser des questions, qui s'intéressent, je ne suis pas là pour les convaincre, je suis là pour leur montrer. Et après, proposer en tout cas. Voilà, je propose, ils disposent, comme on dit. Et voilà. Et ça, c'est génial. Et d'avoir des partenaires qui sont pour moi quand même à grande échelle, parce que le méga CGR... Bah oui, merci le CGR de Bayonne. Voilà, c'est ça. Un événement qu'on peut effectivement voilà, le 16 octobre. Le 16 octobre au soir, voilà. Donc il y aura une présentation. Venez nombreux. Là, je vais dès que j'aurai la publicité et la communication, je vais l'afficher sur les réseaux. Donc vous pouvez me voir sur Facebook et Instagram. Donc venez suivre Guillaume pour être tenu au courant. Mais enfin, notez déjà dans votre agenda si vous avez envie de rencontrer Guillaume le 16 octobre. Voilà, donc ça sera en soirée. Je n'ai pas l'heure exacte, mais ça, dès que je vais l'avoir. 19h30. Ouais, 19h30, 20h. Voilà, c'est le prix d'un billet de cinéma. Voilà, parce qu'en fin de compte, vous allez avoir la séance de ciné et derrière ça, la présentation. Donc, je vais faire une forme de micro-spectacle pour vous expliquer l'hypnose et vous montrer concrètement que ça existe. Alors, c'est idéal, sauf s'il n'y a personne qui part. Là, je serai embêté. Mais voilà, ça peut arriver aussi. Et de l'autre côté, après, vous pourrez me poser vos questions directement dans le cinéma avec le micro. Tout va être mis en ligne et tout ça. Donc, ça va être top à nouveau. Donc, ça, c'est un bel événement. Ouais. À venir, voilà. Tu m'as effectivement partagé ton envie de développer encore plus l'hypnose de spectacle. Ouais, ça c'est un petit truc perso parce que je trouve ça très fun. Ouais. Moi, ça me fait du bien. J'ai beaucoup de contact avec les gens. Ouais. C'est beaucoup plus léger que la thérapie, bien évidemment. Donc pour moi, ça peut être aussi une forme d'exutoire à titre personnel. Ouais. Et puis, c'est surtout que ça participe à la démocratisation de l'hypnose, quoi. Donc moi, je suis assez fun de prendre les gens à contre-pied dans le bon sens et de casser les croyances. Canon. L'émission tire à sa fin. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu voudrais nous partager ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées ? Là, après, si les gens sont intéressés, c'est vrai que je fais de la formation également. Oui. Donc, c'est parfait pour ceux qui sont déjà dans le milieu de la thérapie et qui veulent avoir un complément, un autre levier, un autre outil. Rappelez-vous, toujours ce que je dis, c'est un tournevis en plus de votre marteau, en plus de votre perceuse ou quoi que ce soit. L'objectif est de vous emmener sur tous les fondamentaux de l'hypnose, de savoir mettre quelqu'un sous hypnose, de savoir faire une séance d'hypnose. C'est vrai que c'est très bien pour la compréhension, puisqu'on a fait de la PNL en plus à côté. Donc pour tous ceux qui sont RH, coachs sportifs, médico-sociaux également, et autres, infirmières, aides-soignantes, voilà, vous allez avoir des outils pour compléter. Ça vous permet de gérer des états de crise. Alors surtout, je parle dans le corps médical, des phases d'analgésie, de choses comme ça, donc pour enlever la douleur de la personne, agir rapidement. Même des pompiers ou des gens du SAMU pourraient être intéressés par ce type de formation. C'est des formations qui sont sur 4 jours, mais là, vous pourrez aller voir sur mon site ou m'envoyer un message directement sur mes réseaux. On en parlera parce que là aussi, en fonction de votre projet, j'écoute d'abord votre projet et je vois si je suis la bonne personne pour remplir vos exigences. Il m'arrive de refuser des gens en formation parce que je veux avoir que les bonnes personnes. Alors, non pas que vous êtes mauvais ou quoi que ce soit, mais il y a en fait, c'est qu'il y a une énergie de groupe. L'enseignant optimal pour la bonne personne et que la personne soit contente et que toi, tu sois aussi dans une belle énergie pour transmettre. Exactement. Ok. Et donc, si je veux, par exemple, ajouter cette compétence d'hypnose à moi, déjà ce que j'ai, c'est 4 jours de formation. Ouais, c'est 4 jours de formation. Après, en présentiel. En présentiel. Et donc là, on va voir toutes les matinées en théorie, tous les après-midi en pratique. Canon, ok. Voilà. En général, je fais venir des gens extérieurs pour vraiment avoir des cas et tout ça, puis pour découvrir. Donc, il y a même des gens, des fois, qui viennent en tant que cobayes avant de passer pour découvrir, c'est une bonne façon. Voilà, tout à fait. Oui, avant de venir en formation, ils veulent voir qui je suis, voilà, ils veulent voir comment mes élèves s'en sortent et tout ça. Après, il va y avoir un suivi par groupe WhatsApp, il va y avoir des coachings, parce qu'en général, donc là, 2026, le programme, c'est toutes les personnes qui me prennent une formation présentielle. Il y aura 1 heure de coaching avec moi en one-one pour vérifier que les acquis ou les problématiques ont besoin d'être résolus, tout ça, donc je les accompagne. Le groupe WhatsApp, parce que ça me permet de communiquer, ça me permet de mettre des animations en place, et voilà.
Et après, il y aura des compléments en e-learning à partir du moment où la base est apprise. Oui. Donc ça leur permet aussi de travailler à leur rythme pour ceux qui veulent faire et du spectacle, et du spirituel énergétique, et de la thérapeutique. Voilà, donc j'ai vraiment les 3 branches qui sont... Tu accompagnes sur les 3 axes. Ouais, tout à fait. Waouh, super, ok. Voilà. Canon, super. Bon, merci beaucoup. Patrick, est-ce que toi, tu as une question à poser à Guillaume? Le piège. Ah mince, non, c'est pas le but. Non, c'est pas un piège. Ouais. Question, non, mais vous avez abordé pas mal de choses. Moi, je fais partie des sceptiques. Donc, Oui, mais moins sceptique qu'avant quand même. Ah oui, beaucoup moins. T'as déjà fait une séance ou pas? Non, jamais. Non, mais par contre, il y avait Anaïs qui était là en tant que stagiaire. Et quand il m'a dit, tiens, tu pourrais essayer de lui faire coller les doigts, elle a collé les doigts. Et puis, mais oui, il a vu. Oui, voilà. Donc, j'ai vu coller les doigts. Après, j'avais une question et vous avez abordé, en fait, très rapidement la partie médicale, mais il y a de l'hypnose médicale. Bien sûr. Oui. Et notamment, et aussi la partie... il y a une petite réglementation quand même, parce qu'on ne peut pas faire de l'hypnose sur les enfants. Alors, ça doit se faire qu'en milieu médical. Alors, il faut savoir que nous, on pratique aussi les gestions d'énurésie, par exemple. Donc, les enfants qui font pipi au lit, voilà, parce que le corps médical ne s'en occupe absolument pas. Par contre, le corps médical va avoir tout ce qui est partie préopératoire. On a beaucoup de médecins anesthésistes qui s'y mettent pour préparer, justement, pour éviter trop de substances ou autre. C'est vrai qu'on a un flou par rapport à ça. Moi, comme je te l'avais déjà dit, je ne m'occupe pas des enfants, ou alors j'ai que les enfants de mes clients réguliers, vraiment pour faire du dépannage et tout ça. Oui. Mais c'est pas mon style de clientèle. Après, on a des personnes qui sont très spécialisées dans les enfants et c'est un peu flou par rapport aux enfants. Mais c'est vrai que tu regardes, tout le corps médical ne s'occupe pas des enfants et souvent ils sont même pas hypnothérapeutes le corps médical. Donc en fin de compte, nous on est là pour faire le palier quoi. Mais voilà. Mais moi je sais que c'est pas ce que je préfère. Ouais. Ok. Super. Merci. Eh bien voilà, cette émission tire à sa fin. J'étais ravie de t'entendre parler de ça, même si effectivement, voilà, on en avait quand même déjà pas mal aussi parlé en off. Ouais. Grand merci. On se dit à bientôt pour une autre émission, peut-être aussi en direct avec un autre... on parlera peut-être magnétisme cette fois-ci. Voilà, absolument, j'ai hâte. Eh bien... On reste toujours joignable via Radio Biarritz. Si vous voulez me poser des questions indirectement, c'est laurence@radiobiarritz.fr. Voilà, je répondrai à votre mail. Et vous retrouvez Guillaume sur les réseaux sociaux. Oui, sans problème. Tu as une chaîne YouTube, tu es sur Instagram, sur Facebook. Exactement. Et puis on me trouvera sur Google aussi. Guillaume Réton. Voilà. Grand merci et je vous dis à la prochaine. Merci Guillaume. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.